Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est un peu comme un fantôme de la diplomatie internationale. Une idée qu'on dit morte et enterrée, mais qui pourtant revient sans cesse sur le devant de la scène. Il s'agit, bien sûr, de la solution à deux États. Alors, la grande question qu'on va se poser est assez simple. Pourquoi est-ce que cette idée, qui a quand même plus de 75 ans, et que beaucoup voyaient comme une pure fiction politique, pourquoi fait-elle un retour aussi spectaculaire? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, tout part d'un événement assez récent, un véritable changement de cap de la part de plusieurs pays occidentaux, qui a complètement changé la donne. Imaginez la scène. Le 22 septembre 2025, la France annonce qu'elle reconnaît officiellement l'État de Palestine. Ça, c'est un vrai tournant. C'est un geste qui rompt avec des décennies de politique où, en gros, la reconnaissance devait être le résultat final des négociations, pas le point de départ. Et attention, la France n'est pas toute seule, loin de là. Avec cette nouvelle vague, on dépasse les 150 pays membres de l'ONU qui reconnaissent la Palestine. Ça représente quasiment 80% de la communauté internationale. On assiste à un consensus mondial qui isole de plus en plus ceux qui ne sont pas sur cette ligne. Mais bon, revenons à la base. De quoi parle-t-on exactement quand on dit « solution à deux États » ? Pour bien comprendre toute l'agitation actuelle, il faut repartir des origines de cette fameuse idée. Il faut savoir que cette idée, elle n'est pas nouvelle du tout. Ça remonte à 1947 avec le plan de partage de l'ONU. Plus tard, la guerre de 1967 a tracé ce qu'on appelle la ligne verte, qui est devenue la base de toutes les négociations. Et puis, bien sûr, il y a eu 1993, les accords d'Oslo. C'était vraiment le moment où l'on a cru que ce plan allait enfin se concrétiser. Alors, si on résume, la solution à deux États, dans sa version idéale, c'est quoi? Eh bien, c'est la création d'un État palestinien indépendant, viable, souverain, qui existerait juste à côté d'Israël. Les frontières de cet État, elles seraient basées sur celles de 1967, et sa capitale serait Jérusalem-Est. Voilà, ça c'est pour la théorie. Parce que, dans la pratique, c'est une autre histoire. La situation sur le terrain est telle que pour beaucoup, ce plan est devenu complètement irréalisable. Allons voir de plus près les réalités qui ont tout bloqué pendant des décennies. Cette citation, elle est vraiment parlante. Elle décrit la Cisjordanie comme un gruyère. C'est une image forte, non? Le territoire qui devrait être le cœur de l'État palestinien est en fait aujourd'hui une sorte de puzzle, avec des enclaves palestiniennes isolées les unes des autres par des colonies israéliennes. Et ce gruyère, ce n'est pas qu'une image, il y a un poids démographique énorme derrière. On parle d'environ 700 000 colons israéliens qui vivent aujourd'hui en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour beaucoup d'observateurs, le constat est simple. Une telle présence rend la création d'un État palestinien d'un seul tenant, un État viable, physiquement impossible. L'autre obstacle majeur, il est interne, côté palestinien. Le leadership est profondément divisé depuis 2007. D'un côté, il y a le Fatah, qui dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie, et de l'autre, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. Cet argument, celui d'un partenaire non unifié, est d'ailleurs constamment utilisé par ceux qui s'opposent à la reconnaissance. Et la situation est encore plus complexe que ça. Figurez-vous que le projet d'un État palestinien ne fait même pas l'unanimité parmi toutes les populations arabes de la région. Ce témoignage, c'est celui d'un arabe israélien qui refuse d'échanger sa citoyenneté. Ça montre bien à quel point les identités et les envies sont multiples sur le terrain. Et en face, la position d'une partie de la classe politique israélienne est tout aussi tranchée. Cette déclaration d'un officiel, elle illustre très bien l'attachement viscéral à une Jérusalem unifiée comme capitale indivisible. C'est un point de friction énorme, un obstacle fondamental à la solution à deux États. Tout ça nous amène au cœur du débat diplomatique actuel. On a d'un côté une solution qui semble impossible sur le terrain, et de l'autre une pression internationale qui n'a jamais été aussi forte. Alors pourquoi maintenant ? Alors, comment ça se présente ce débat? D'un côté, on a les partisans de la reconnaissance. Pour eux, c'est une question de droit international. C'est une manière de sauver ce qui reste de la solution à deux États et de proposer un horizon politique. En face, les opposants disent « Attention, les conditions pour un État viable ne sont pas là ». Certains y voient même une récompense pour le terrorisme et craignent que ça ne fasse que durcir les positions de tout le monde. Tout ceci nous conduit à un paradoxe qui est absolument fondamental. Et voilà cette contradiction au grand jour. On nous présente la solution à deux États comme la seule issue possible au conflit et en même temps comme une chimère totalement déconnectée de la réalité du terrain. Et le plus fou, c'est que plus ça semble impossible sur place, plus la pression diplomatique s'intensifie pour la faire exister. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. La solution à deux États, est-ce que c'est la bouée de sauvetage la plus tenace de la diplomatie internationale ou est-ce que c'est devenu son rêve le plus inaccessible? Une question qui, pour l'instant, n'a pas de réponse. Merci d'avoir suivi ce décryptage.